Témoigner. Qu'est-ce que ce mot signifie aujourd'hui? Qu'est-il question de témoigner? Par quels moyens? En vue de quel objectif? Et à qui s'adresse le témoignage? Témoigner pour visibiliser et faire exister, témoigner pour rendre compte d'une autre réalité, témoigner pour garder une trace, un souvenir, une preuve, témoigner pour ne jamais oublier, témoigner pour alerter et inciter, témoigner pour simplement raconter ou témoigner pour dénoncer. Et qui est-ce qui témoigne? Celui ou celle qui a directement vécu ou celui ou celle qui passe le témoin? Et que faire de ce témoignage? Qu'active-t-il chez celle et celui qui le reçoit? Devient-il une simple information ou une invitation, un appel, une responsabilité, un fardeau, une expérience réelle en soi? En période de crise écologique, témoigner signifie aussi rendre tangible, concret, sensible des phénomènes globaux bien trop souvent abstraits, difficilement représentables, déconnectés, objectivants, techniques, latents, cachés. L'écrivain joue alors autant le rôle d'enquêteur que de prothèse sensorielle, nous permettant de mieux cerner et accéder à la réalité. Nous avons toutes et tous déjà maintes fois entendu parler des enjeux liés à l'eau, qu'il s'agisse des catastrophes de sécheresse, canicules ou inondations, des problèmes d'accessibilité, d'eau potable et de pollution, ou encore de la fonte des glaciers, de la montée des eaux des mers. Mais les avez-vous déjà vécus personnellement et directement expérimentés vous-même? Que savons-nous réellement de la cause et des conséquences de ces phénomènes? Qui cela concerne-t-il? Où cela se passe-t-il? Qu'annonce-t-il? Comment raconter ces lieux qui se meurent? Comment continuer à habiter ces mondes intrinsèquement bouleversés? Avec mes invités Alison Armstrong et Cédric Gras, nous vous proposons de naviguer dans les eaux denses et méconnues de la mer d'Aral et des grands fleuves d'Asie centrale, jusqu'à celles de la mer du Nord, des côtes du Yorkshire britannique, pour une géopolitique et géopoétique de l'eau, capturant ainsi les textures ambivalentes de ce qui se joue dans ces territoires où la ressource la plus importante du vivant est à la fois victime et bourreau, devenue ici rare et là-bas trop abondante, dévastatrice autant que dépendante. En retissant les liens étroits des relations humaines avec le milieu naturel, que peut-on retenir de ces histoires croisées? Alors, pour éclairer nos conversations et permettre de donner encore plus de corps à cette problématique, on vous propose de débuter cette soirée avec la projection de deux courts-métrages d'environ 15 minutes chacun, qui traitent directement des territoires dont il est question. Tout d'abord, Beyond the Glacier, Note on Water Conflict, du réalisateur espagnol David Rodríguez Muniz, paru en 2019, un documentaire multiples fois primé qui nous emmène au Kirghizistan et au Kazakhstan, où se joue un des grands conflits de l'eau d'Asie centrale, par le récit de ceux qui vivent de l'eau. Le film analyse le parcours et l'histoire complexe des différentes exploitations, industrielles ou de subsistance, de la rivière Sirdaria, de sa source dans les glaciers de la chaîne de montagne Tian Shan, à son embouchure dans la malheureuse mer d'Aral. Et s'en suivra en deuxième temps un autre documentaire, East Yorkshire Coastline, de Lawrence Quarrell, qui nous immerge dans les paysages désolés, dans une ambiance post-apocalyptique de la côte est de l'Angleterre, au Yorkshire, et nous donne à voir et à entendre l'érosion en cours par la montée des eaux de la mer du Nord et son impact sur les terres, les humains qui y habitent et la faune locale qui y niche. Alors je vous propose qu'on se retrouve dans une petite demi-heure, juste après la projection. On peut se rasseoir et à tout de suite. The supply countries in Central Asia being Kyrgyzstan and Tajikistan, where the glaciers are. The states that demand the water, of course, Kazakhstan, Uzbekistan, Turkmenistan.
Now, when all of these locations were all in the same country, water was not crossing international boundaries. We were all within one internationally recognized state. After the collapse of the Soviet Union, we have this fairly complicated international boundary situation. It just sort of really raises the specter of conflict over water. В Кыргызстане уже из карт исчезло более 2000 ледников, малых ледников. И уменьшается этот состав ледника. И разрабатывать под ледником же этот месторождение Кумтор. Золото добывать под ледником. И этого ледника уже убирает, и вместо него вот это. Там ледник Петрова находится выше этого рудника Кумтор. Но там есть ледник, несколько ледников, они при взрывах, вот, возможно, осаждение вот этой пыли, взрывной пыли, и там может интенсивное таяние происходить. Ну это охраняемая территория, поэтому там меры охраны, меры секретности. Мы даже, вот, граждане Кыргызстана, не имеем права туда заезжать без особой необходимости. Если у нас есть командировочный, мы заезжаем. Акта 32'ye vurdu be. Tamam. Arada mu prova yazdı, dinamik tüketken. Tüketken de casallara değil mi? Teşekkür ederim. Наша компания в Кыргызстане, естественно, является самым большим предприятием, которое производит золото. И не только в Кыргызстане. Кумтор является одним из больших крупных месторождений в мире. Кумтора в год составляет в районе 6,3 миллиона тонн руды. То есть, можно сказать, в первую двадцатку она входит.
сколько перерода, потому что запрещено было тияқтан алыстан келишет. А это алтын деген, алтын деген. Разрешать, да, это. Жаны жоқ. Потом не разрешать. Просто рыбачим, браконьерство. Конечно, қыштың күні погода начар онда переживает. Балық сатсаң ақшаң болса нормальный. Қомақты кәне. Үйге түсіп аласың кіші. Таптың ба? Эй! Оңға. Да, пошли. Связи нету, да? Есть. Бар. Не Связь всегда. есть. Вот телефон есть. Ошка и Билайн. Когда Связи? ветер, тогда нету связи. Ну вы созваниваетесь, да? Есть, иногда? Сообщаемся. Хорошо. Ну а что делать-то? Ну да, это жизнь. Жизнь. Надо же кормиться, надо же. Да. Бағыш керек. Да. Бақпасаң, они переживают, үйде отырышат, күтіп. О, вот 1 штук. 1 штук. Педят. Фишмен. Останется рыба, не останется, будет еще такая зима или будет теплее? Бог покажет. God knows. Будет рыба. Бог дает, еще дальше даст. Аральское море – одно из величайших озер мира. Оно в 2 раза больше Байкала. Его длина 428, а ширина 284 километра. Аральский порт – ворота моря. Отсюда по воде идут самые различные грузы в республике Средней Азии. И хотя у причалов порта не швартуются иностранные суда, здесь всегда оживленно. Первый пароход на Аральском море появился более 100 лет назад. Его привезли в разобранном виде на верблюдах. Теперь воды Древнего моря бороздят сотни больших и малых судов. In the 70s, this place used to be once the sea, and now we are standing on the former seabed. First time I came to the sea, I was only 17 years old, because before I heard from my parents that the sea exists once more.
And this line of hills behind me, it used to be the coastline before the 70s. So all the way up to the hills, it was water. In the 70s, Soviet Union, they decided to use the water from Sirdarya and the Amudarya rivers, and these were the two rivers feeding the Aral Sea. And the water started to use for irrigation of the cotton fields in Uzbekistan. So there was less water feeding the Aral Sea. So in the mid-70s, it started to shrink, and in '89, it was divided into two parts, big and the small Aral Sea. In the 60s, before the shrinking of the Aral Sea, the annual catch from the sea was about 21,000 tons of fish per year. And then after shrinking, the fishing had stopped, and all the fishermen, they had to leave their villages, move to the big cities because of unemployment. But now it's sad, but now there is a hope that the sea is coming back, because there are 14 villages around the North Aral Sea, and the fishing is the main source of income for the people living in the villages, because there is no other job. They live only on fishing. Water exists in three different states. We have obviously solid, liquid, and gas. So we have water in the atmosphere, locked up in the glaciers, and of course in the rivers. Water shortages, I do agree, in the future are going to be increasingly pressing problems for the world. This idea of water wars, to me, is rather frightening. Do I think it's possible? Unfortunately, yes. And that is a fairly frightening proposition.
So Bempton is a really magical place. The cliff tops are absolutely huge, and at this time of year it's pretty quiet out there, but we're starting to get into spring, and then we'll have lots of seabirds kind of returning, the noise will grow, the smell will change. It's a really exciting time of year for us here. So in the spring and summer, that soundscape out there on the cliff tops completely changes. It's really loud, noisy, full of a whole variety of seabirds, and a little bit smelly sometimes too, but I do quite like that. We have all of our puffins, our gannets, our guillemots, razorbills, all kind of feeding into that wonderful soundscape of the cliffs. And as those birds kind of start to leave later on in the breeding season, the sound completely changes, and it's mostly just kind of gannets out on the cliffs. We have nearly 500,000 seabirds here at the height of the season, and it is just an absolutely magical place during that time.
10 to 15 years, yeah, it's got a lot worse. As the currents have moved around, with the erosion and everything, yeah, it keeps washing away. Every good storm, it's gone. A bit more's gone, and you can't. Well, it used to be inhabitable. I think there was houses a couple of. Spain, I mean, when we used to go when we was younger, all the buildings was there from what the army was when World War II was on, what they built up, and you could go in and out of them when you all had doors on. And Spain was like a proper spit of land, what you could wander about on, and the lighthouse was there, and all the Humber pilots was there. And as it's worn away, everything's just disappearing and gone, and it's washed away in every storm. It's the mud, isn't it? Because it's all been brought down, as I've been told, basically. So it's not compacted hard enough, so it's just being washed away and we're losing it over time. But yeah. Bonsoir, je suis Fanny Wobman et je suis résidente ici en même temps que mes collègues. Et je vais vous lire un extrait du texte de Cédric Gras. La route longe le désert, rogné par le sable. On a peine à croire que dans quelques minutes apparaîtra un fleuve derrière les dunes. C'est la 20e fois depuis notre départ que nous allons revoir l'Amou Daria. Nous sommes chaque fois heureux de retrouver ces méandres. À quoi ressemble-t-il dans ces parages? Comment se porte-t-il? Nous faisons notre possible pour le suivre à travers les steppes desséchées, les autocraties et les imbroglios de frontières. Nous savons ce qu'il souffre et nous l'avons vu mourir au fin fond du Karakalpakstan comme un vieil éléphant. En Nouvelle-Zélande, un peuple a récemment fait reconnaître la rivière de ses ancêtres comme une entité vivante. En Inde, le Parlement vient d'accorder le même statut au Gange.
S'il était personnifié par une juridiction, Dieu sait si l'Amu Darya aurait de quoi se plaindre. Il pourrait faire condamner l'Eurasie tout entière. Mais si les peuples vouaient à l'Amu Darya un culte en des temps anciens, aucune divinité des eaux n'est plus vénérée de nos jours. Le fleuve ne s'inscrit désormais dans aucune cosmologie, aucun panthéon. J'ignore pour ma part si l'Amu Darya est vivant, à l'image d'un être, d'un arbre ou d'un papillon. Mais ce dont je suis certain, c'est qu'il donne la vie sous les longitudes les plus insupportables. À Termèse, nous sommes d'autant plus émus de le revoir qu'il y est ample et puissant. Son cours remplit pleinement le lit et tous les flots du Pamir glissent entre les rives arides. Ce n'est plus, ou pas encore, ce fleuve malade que nous avons vu en aval, à Turkmenabat, à Riva ou Noukous. Nous le contemplons ici à son comble, fort de tous ses affluents et pas encore saigné par les canaux d'irrigation, les champs de coton ou les cités en pleine expansion. C'est un fleuve originel, presque sauvage, qui coule sous nos yeux. L'Amu Darya, dit Christophe, le vrai, tel que le contempla Alexandre le Grand quand il traversa ici avec son armée. L'Oxus des Grecs, des Perses, des Moghols, des rois couchants, des conquérants arabes, des fumeurs de hache et des trafiquants d'opium. Bonsoir. C'est un... Is it working? I think so, yeah. Yeah. C'est un plaisir d'être Maybe ici. more close to your mouth, maybe. Yeah. Perfect. Je suis désolée de ne pas parler français ce soir. Able to speak French tonight. Exist only on a horizontal plane, this landscape. The gaze cannot help but be drawn across its surface like a smoothing hand, snagged by anything poking above the flatness. It was formed in the wake of disappearing glaciers that carried and dumped the clay and debris that constitutes much of the area. What we now know as East Yorkshire was mostly given over to bog and swamp, fed with rain and spring water finding its way across chalk from the wolds. Extensive wetlands had been seen as valueless wastelands until conservationists taught us to look again, see their importance not only for biodiversity and preservation of species, but in their potential for carbon sequestration and as a buffer in flood control. Daniel Defoe wrote in the 1720s when he visited the Humber wetlands, "The most that I can find remarkable here is that nothing is remarkable." It was drained towards the end of the 18th century by a series of dikes, large drainage channels and sluices, the fertile clays given over to agriculture, so that now it is field after field of cereal and seed oil crops. The huge whaling industry ambitions of the nearby port of Hull were replaced by those for seed oils, as Hull became the world centre for seed oil manufacture. We are culturally inclined to value the dramatic summits and contrast in a landscape, so that here it seems almost featureless, and the overwhelming feeling is dullness, ambivalence. As you walk through it, it invites you in, this unremarkableness, to look for things. The eye is drawn along the contours of fields, odd shapes of boundary lines, irregularities of surface forms. There are traces of prehistoric enclosures, extensive rough pastures, and smaller cultivated areas. Ditches or raised banks of earth show the lines marking a field, appearing within the boundary of another, more modern field. Some continuation of a desire in human consciousness to make physical boundaries around a space, to mark it off in function or ownership. In some places, burial mounds have been enclosed too, marked in the earth and with the surrounding rings of stone, suggestive of protection or ritual.
The area is a palimpsest of meanings. Different points in time seem to coexist here. Different ways of seeing and being in a place, not only human, but animal and plant too. They hold a mirror up to how we view the land, relationships and connections within it, how we view ourselves, defying ideas of progress, linear narratives. Earth is constantly moving, revealing itself as it surfaces. The landscape holds memory, testimony, and as it falls away at the edges, throws up its past, fossils, prehistoric ossuaries, unexploded ordnance, and pillboxes from the Second World War, landfill from caravan parks, dumped industrial waste, homes, churches, more recent burial grounds, offering itself up to new layers of interpretation. There is a sense that in giving up of its past, the land itself remembers, wants to be seen briefly as it topples over the edge to join the wrecks of towns, villages, submerged forests lying beneath the sea. On the cliff tops, the scent of dog rose lingers, plantains grow miniaturized on the walked bare path. Closer to the edge, the threat of erosion keeps people away. A short-lived no man's land where vegetation flourishes, tumble-down habitats for a bewildering variety of invertebrates and colonizing plants. Lesser burdock, south thistle, common knapweed, red campion, and the statuesque teasels with their spiked conical flower heads defying the wind, their small purple petals sprouting in rings. Wispy halos cling close and are alive in the sun with a haze and drift of golden flies. Alors, Cédric et Alison, bonsoir. Merci d'être là avec nous pour cette troisième rencontre entre nature et littérature du cycle L'écriture des lieux, ici à la Fondation Jan Michalski, consacrée ce soir à la place de l'écrivain en tant que témoin des enjeux sociaux, environnementaux en cours qui s'incarnent ici dans les paysages en conflit et en destruction qui sont liés à l'eau. Peut-être première question pour vous, avant de vous demander de vous présenter, mais avant ça, qu'est-ce que c'est que témoigner pour vous? Qu'est-ce que ça signifie? Qui veut se lancer? Bonsoir. Témoigner. Bon, mais moi, j'ai jamais commencé en me disant que j'allais témoigner. Je suis parti extrêmement égoïstement pour moi-même, pour aller voir, pour comprendre moi-même. C'est une fois qu'on a bien compris certaines choses en jeu qu'on a envie de les retransmettre. Je crois que c'est assez progressif. Il ne faut pas imaginer que lorsqu'on se lance dans un ouvrage, on a dès le départ la structure, le titre, la date de publication et puis le tirage, je sais pas. Enfin, moi, par exemple, sur l'Asie centrale dont on va parler, j'ai commencé en 2020. Et à l'époque, j'imaginais pas du tout que ça allait se transformer en un projet littéraire. J'étais allé voir, quoi. Et toi, Alison, le terme de témoigner ou de témoignage, qu'est-ce qui t'évoque? Pour moi, cela signifie observer silencieusement, voir ce qu'il y a autour de soi. Cela signifie aussi se mettre en lien avec d'autres auteurs, avec d'autres observateurs de l'environnement naturel en particulier. Nommer les choses et être conscient des noms et du lien entre les espèces et leur place dans un paysage. Les différentes significations se trouvent là. Est-ce que vous pouvez peut-être vous présenter succinctement pour celles et ceux qui ne vous connaîtraient pas? Est-ce que, voilà, ce soir, comment tu te présenterais à notre audience, Cédric? Alors, Alison, oui, vu qu'elle a le micro, Je suis une écrivaine du nord de l'Angleterre. Je travaille principalement dans la fiction. J'écris des romans, des essais, des pièces. Je m'intéresse aux voix qui ne sont généralement pas entendues.
les voix de la nature, les voix des personnes qui sont en marge. Voilà. Et au cours des dernières années, j'ai commencé à travailler sur un projet de non-fiction et c'est pour cela que je suis ici ce soir. Je suis content, je sais maintenant depuis je suis depuis 3 semaines avec Alison et maintenant je sais exactement ce qu'elle fait parce que mon anglais est déplorable. Alors c'est l'occasion de faire connaissance sur scène. Et bien pour ma part, qu'est-ce que je fais? J'écris et quand on dit écrire, c'est-à-dire un peu sous toutes les formes et sur tous les supports et via tous les médias, c'est-à-dire que je fais un petit peu de journalisme, de reportage. J'ai écrit récemment, j'ai commencé à écrire un peu pour du documentaire. J'ai même fait un scénario de cinéma qui n'a jamais été tourné. Et puis sinon, alors oui, sous forme de livre, dans différents genres. J'ai essayé un petit peu la nouvelle, le roman, mais surtout le récit de voyage. C'est vrai que forme de témoignage, de la non-fiction, littérature du réel, on l'appelle comme on veut, mais voilà, c'est ça que je fais. Et l'objet aussi de ce soir va être cette littérature du réel. Donc vous êtes actuellement tous les deux en résidence ici, à la Fondation, pour la rédaction de vos prochains ouvrages respectifs, dont on a écouté un extrait tout à l'heure. Merci d'ailleurs, hein, Fanny. Voilà, Alison, toi, tu termines du coup ton projet qui s'appelle Diminishing, si je le prononce bien. Et toi, Cédric, tu te plonges, mais tu m'as dit que tu étais aussi en train de terminer ton projet que tu as intitulé La route de la soif. Donc on va un peu le développer tout au long de la soirée, mais est-ce que vous pouvez un petit peu pitcher votre projet? Parce qu'il n'est pas encore, voilà, c'est des projets qui ne sont pas encore publiés, des manuscrits qui ne sont pas encore présentés. Donc comment est-ce que vous présenter un petit peu ce projet-là et aussi le processus et ce qui vous a intéressé dans l'enquête, qui est donc du coup d'un côté cette enquête sur la pénurie en Asie centrale et puis ensuite de l'autre côté sur l'érosion dans les côtes nord du Yorkshire. Donc quelques mots sur le projet et ensuite le processus. Qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser sur cette problématique-là? Alors, je me suis intéressée à la côte du Yorkshire parce que j'ai passé mon adolescence là-bas. À 18 ans, j'avais hâte de partir, mais j'ai été ramenée au cours des dernières années. Et cela semble incarner beaucoup de choses qui se passaient dans l'environnement plus largement et dans le monde plus généralement. C'était une métaphore de la perte. Je m'intéresse à la disparition des espèces d'oiseaux, de la nature des habitats. Et cela semblait être en fait capturé à cet endroit. Ce sont des choses qui parfois semblent vagues, qui parfois semblent être difficiles à comprendre. Les statistiques parfois manquent de sens. Les courbes montent et descendent, mais elles ne semblent pas être liées à une trajectoire en particulier. Donc il est difficile de véritablement comprendre ce qu'il se passe. La côte est du Yorkshire s'effondre dans la mer et le rythme de cet effondrement a accéléré avec le changement climatique. Aujourd'hui, on perd 10 mètres par an par rapport à 2 mètres par an autrefois et cette érosion dramatique semble être une métaphore de cette perte et c'était une manière d'explorer ces idées, ce qu'il se passait à plus grande échelle. Merci. Et toi, Cédric, quelques mots sur le projet. Qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser à... Pour être très honnête, toute première fois que je suis parti là-bas, c'était pas du tout pour m'intéresser à la mer d'Aral, parce que moi, j'aime pas les déserts. J'ai chaud. Je trouve que c'est très monotone. Et j'avais certainement pas envie d'aller à la mer d'Aral. Donc, je suis parti pour faire de l'alpinisme dans les montagnes du Tadjikistan qui s'appelle le Pamir, et parce que j'avais identifié un glacier qui s'appelle le glacier Fetchenko, qui est le plus long glacier de montagne du monde. À l'époque, je travaillais sur un autre projet sur les alpinistes soviétiques, c'était très différent. Mais en arrivant sur ce glacier, et en m'intéressant un petit peu à son écoulement glaciaire, mais ensuite liquide, fluvial, j'ai compris qu'en fait, c'était une des sources majeures de la mer d'Aral. Et là, ça a commencé un petit peu à
m'intriguer. Moi, j'ai fait des études de géographie, donc ce sont des thématiques qui me sont pas tout à fait étrangères. Et puis la mer d'Aral, c'était quand même un cas un peu d'école dans les années où moi j'étais à l'université. On nous a beaucoup rabâché les oreilles avec la mer d'Aral. Et là, je me suis dit, peut-être un truc à faire. Parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de l'assèchement de la mer d'Aral, et puis en même temps, moi, j'avais jamais vraiment entendu parler des sources. Or, c'est quand même intéressant de savoir d'où vient l'eau. Et puis pourquoi elle n'arrive plus à la mer d'Aral, ça on le sait, c'est l'irrigation, le coton, etc. Mais les stocks glaciaires en amont, je ne connaissais pas bien ce sujet. Et à l'époque, on commençait à faire des films pour la chaîne Arte, et j'avais proposé du coup de remonter en fait les deux fleuves qui aboutissaient à la mer d'Aral, le Sir Daria, donc vous avez vu un petit film, un autre film, ça c'est pas nous, sur ce fleuve, et puis l'autre, l'Amu Daria. Et j'avais pas dans l'idée d'écrire un livre. On a fait ces deux tournages, et là, c'est en revenant, je me suis dit, quand même, c'est intéressant. Enfin, deux tournages, ça faisait déjà presque 3 mois de tournage, et vraiment, ça a fait son chemin dans mon esprit. Et en fait, ce qui a été le déclencheur, c'est qu'il y a un pays qui nous a refusé l'entrée avec une caméra, qui s'appelle le Turkménistan, qui est une dictature un peu à la nord-coréenne en Asie centrale. Or, c'est un des pays qui, pour plein de raisons, épuise le fleuve et donc a causé l'assèchement de la mer d'Aral. Et là, je me suis dit, ouais, voilà, on y va, on va aller là-bas, donc sans caméra. Et puis, du coup, ça va permettre de compléter tout ça et de faire un livre en reprenant un petit peu tous les voyages que j'avais faits sur ce sujet. Donc c'est des récits de voyage, ça va être des enquêtes. Et tu allais rebondir ? Non, moi je raconte ça, oui, sous forme de récit, mais c'est énormément oui, c'est un peu sous forme d'enquête. Puis bon, c'est compliqué dans ces régions-là. Bon, le Turkménistan, c'est très clair, c'est une dictature. Rien que pour rentrer là-bas, il a fallu que je me suis fait virer par la porte, je suis rentré par la fenêtre et j'ai fini par être arrêté. Mais même en Ouzbékistan, où tout se passe globalement bien, c'est pas des sujets qu'ils aiment. Ils n'aiment pas trop qu'on s'intéresse à ça, quoi. Bon, en plus, maintenant, il y a l'Afghanistan qui est en train de creuser un énorme canal en amont. Ça fiche un bazar pas possible en Asie centrale, et ce sont des sujets très sensibles, évidemment. Il y a des régions entières, voire des pays entiers qui dépendent, en fait, du fleuve. Voilà. Donc, c'est de l'enquête, mais j'essaye de raconter ça de manière à la fois fluide, entraînante, et puis pédagogique, parce que ce ne sont pas des régions qui sont très familières aux Occidentaux. Par ailleurs, l'hydrographie n'est pas non plus très enseignée à l'école, donc j'essaie de diluer ça dans le voyage pour distiller en fait l'information afin qu'elle soit facilement digérée, quoi. On va y revenir sur la dimension aussi plus pédagogique, mais ce qui m'intéresse aussi dans votre approche et dans cette idée d'enquête, c'est qu'elle témoigne aussi de l'évolution, je trouve, du genre du récit de voyage. Et tu m'avais dit qu'on a préparé cette discussion, que en fait c'était assez atroce pour toi d'aller dans ces lieux-là, que tu t'aimais pas particulièrement ça, qu'il y avait une dimension plus intellectuelle dans le voyage qu'affectif. Et toi, Alison, tu nous as dit tout à l'heure que tu as toujours cherché à quitter ces lieux-là, plus jeune, que tu trouves, et je reprends tes mots, que c'est une campagne assez banale, un peu nulle, et pourtant tu y reviens. Et donc on voit qu'il y a un enjeu qui est tout à fait autre qu'un enjeu affectif ici, ou d'expérience, comme on a pu le retrouver en fait dans la littérature du récit de voyage. Est-ce que c'est ça, du coup, le futur de ce genre-là Si tu pourrais, Alison, bien mettre proche peut-être de ta bouche aussi. Ah voilà, parfait. Okay. I'm not sure that I can speak. Je ne suis pas sûre de pouvoir vous dire quel est l'avenir de ce genre, mais moi j'aimerais que ce soit plus inclusif, de voix différentes. C'est ce que c'est devenu, il y a des voix différentes, on regarde des endroits différents. Alors oui, c'est ça. C'est ce genre de choses que je vois. Et puis... Mais la partie aussi entre l'expérience du voyage et là l'envie aussi que la motivation elle est plus intellectuelle. Est-ce que tu l'as ressenti aussi, toi, dans cette enquête-là ?
dans l'idée de raconter, de témoigner ce qui se passe? Oui, effectivement, ça l'était. J'ai essayé de chercher un point de vue, une perspective, essayer de voir différentes choses. Et au début, bon, oui, effectivement, le paysage est monotone, il est ennuyeux, il n'y a pas grand-chose qui s'y passe. J'y ai passé pas mal de temps, j'ai commencé à parler aux gens. J'ai écouté les histoires qu'ils avaient à raconter et ces lieux sont des prismes de ce qui se passe de manière plus générale. Il y a 3 sites particuliers pour la conservation des oiseaux marins qui se trouvent sur les parcours migratoires de l'Atlantique Nord. Et on essaie de restaurer les habitats pour préserver les espèces, pour ces espèces d'oiseaux-là. Alors, se préoccuper de ce que font les gens sur le terrain, c'est un espace très intéressant. En effet, il y a tout un tas de gens qui travaillent à la conservation de la faune et ils demandent très peu. Alors écrire sur eux, travailler auprès d'eux, étendre, diffuser leurs idées, ça c'est quelque chose qui est très intéressant à mes yeux. La motivation. Dire quelques mots sur cette idée d'aller... Tu nous disais que c'était des voyages qui... Oui, mais j'en parlais tout à l'heure. Moi, je n'aime pas trop le désert. Une fois, on m'a demandé d'accompagner un groupe au Sahara. Et j'avais jamais été, alors je me suis dit, on va aller voir. Et puis, j'ai jamais compris cette affaire-là de marcher dans le désert, par plus de 40 degrés. Après, il faut chercher un arbre à midi parce qu'il fait tellement chaud qu'on est obligé de faire une pause à l'ombre. En général, c'est des arbres qui ont des feuilles tellement minuscules qu'on n'arrive même pas à trouver de quoi s'ombrager, puis on repart. Enfin bref, tout ça pour dire que les déserts, c'est pas mon truc. Ou alors, des déserts froids, c'est autre chose. Et donc oui, j'avais une motivation assez intellectuelle, comprendre où coule cette eau, pourquoi elle disparaît. Et puis l'enjeu, j'étais fasciné aussi, je le suis toujours d'ailleurs, parce que les civilisations d'Asie centrale se sont toutes construites en fait sur une gestion du fleuve. Nous, on a beaucoup évidemment parlé de l'irrigation à l'échelle industrielle des soviétiques qui par sa démesure, a asséché la mer d'Aral. Mais en réalité, vous disiez Hérodote, il vous raconte qu'on est déjà en train de cultiver du coton il y a 2000 ans et que ça fait partie d'ailleurs des marchandises qui passent sur la route de la soie. On en fait des habits, des tapis, etc., etc. Donc tout ça est vieux comme le monde. L'Asie centrale ne se serait jamais en fait développée, elle n'aurait jamais connu toute cette civilisation absolument fascinante s'il n'y avait pas eu ces glaciers au Pamir dont la fonte féconde le désert. Il pleut jamais pratiquement en Asie centrale, donc ça veut dire que il pleut sous forme, les précipitations ont lieu sous forme de neige dans les montagnes, elles se stockent sous forme de glace sous l'effet des basses températures, et puis ensuite tout ça coule l'été, mais sans ces glaciers du Pamir, en réalité, toute civilisation n'aurait jamais éclos. Et il y a quelque chose qui m'a fasciné. Et puis peut-être qu'on touche aussi à la fin, en tout cas pour les parties aval, des héritiers de tous ces empires, parce que ça a déjà commencé au bord de la mer d'Aral. Les gens sont obligés de quitter progressivement leur village et peut-être bientôt des villes de taille plus importante. Je voulais revenir aussi sur cette place qu'occupe l'écrivain, l'écrivaine. Toi, tu as dit que tu as été emprisonné, qu'il y a eu des tensions vis-à-vis. Je n'ai pas été emprisonné, pas à ce point-là. Mais on m'a empêché de continuer mon enquête, en fait. D'accord. Okay. Mais que ça témoigne aussi, comment vous avez perçu la place de votre travail ou de l'écrivain dans ces territoires auprès des populations ou auprès des autorités. Tu en as un peu évoqué, mais ça m'intéresse aussi d'entendre. Alison, dans cette démarche de témoignage et aussi de raconter, qui est finalement une enquête journalistique, évidemment portée par le sensible et par le travail d'écriture et littéraire, mais voilà, comment est-ce que cette place d'artiste aussi, elle est perçue, en tout cas cette place d'écrivain est perçue dans ces territoires-là? Dans l'ex-URSS, il y a un gros mot, c'est le journaliste. Si vous vous présentez comme journaliste, vous êtes foutu. Si vous dites que vous êtes poète, vous avez peut-être une chance.
Donc il y a cette espèce d'appréhension à double face de l'écrit. Donc il ne faut jamais dire qu'on est journaliste, évidemment. Mais bon, cela dit, ils ne sont pas idiots. Puis maintenant, il y a des moteurs de recherche sur Internet. Il suffit qu'ils tapent votre nom. Donc c'est ce qui m'est arrivé avec le Turkménistan. Il a fallu que je me débrouille autrement. J'ai dû demander de l'aide à des gens que je connaissais dans le pays. Mais ils détestent qu'on s'intéresse à tout ça. Enfin, ça dépend aussi des pays. Le Turkménistan, par exemple, est une dictature assez soviétique dans son esprit. En gros, c'est circulé, tout va bien, il n'y a rien à voir. Enfin, c'est ça. De quoi vous venez nous parler? Des problèmes d'eau? J'ai jamais entendu parler de ça. Et donc, il n'est même pas question de... Il n'y a pas de problème, donc vous ne pouvez pas venir en parler. Il y a rien... Après, en Ouzbékistan, c'est différent. Ça s'est ouvert depuis la mort de l'ancien président assez autocratique qui s'appelait Karimov. Le nouveau n'est pas spécialement démocratique, mais bon, il y a quand même beaucoup plus de facilité. Et puis, ils sont tellement maintenant concernés par ce sujet, ça se voit. C'est-à-dire que quand il n'y a plus d'eau dans le fleuve, ça se voit, les habitants le voient, donc on ne peut plus le cacher. Donc, ils sont obligés quand même de laisser la presse en parler. Vous allez au Tadjikistan, eux ils s'en fichent parce qu'eux ils ont les robinets, eux ils ont les barrages, les glaciers, etc. Donc bon, chaque cas est assez individuel. La place de l'écrivain là-dedans, elle est. Moi je dis pas que je vais écrire un livre, c'est la meilleure manière de s'attirer plein d'ennuis. C'est pour ça que faire un documentaire, c'est pas toujours une si mauvaise place finalement, parce que bon, bien sûr, si vous avez une caméra, c'est que vous faites une sorte de journalisme, mais bon. Vous dites que vous faites des belles images, et puis vous pouvez poser des questions assez limitées, et ça ne vous empêche pas de regarder autour ce qui se passe. Et parfois, ça permet d'avoir des autorisations, parce qu'ils ont quand même aussi, en Ouzbékistan notamment, ils essayent de s'attirer un petit peu maintenant, de se créer une réputation de pays plus ouvert, ce qui est vrai d'ailleurs, c'est en train de s'ouvrir tout doucement. Donc, je ne sais pas, je n'ai pas de technique particulière. Sinon, au Turkménistan, je pense m'être fait avoir parce que j'ai toujours ce petit carnet dans la poche dans lequel je prends des notes de temps en temps. Et vous savez, aujourd'hui, vous allez en Chine, en Russie, dans plein de pays dont les régimes sont de ce genre-là, on va vous suivre. Et les technologies comme l'intelligence artificielle permettent de vous suivre en fait de manière extrêmement moderne. Et ça n'empêche pas que, par exemple, au Turkménistan, mais on m'a raconté la même chose en Chine, on va vous faire suivre physiquement, dans la rue, à l'ancienne, j'ai envie de dire, pour que vous le remarquiez et que vous ayez une pression psychologique. Parce que si on vous suit seulement par des moyens numériques, finalement, vous avez l'impression d'être libre. Et donc on vous essaye plutôt, on vous intimide en fait avec des méthodes à l'ancienne qui n'ont aucune en réalité utilité pratique pour glaner du renseignement. Mais donc c'est ce qui m'arrive au Turkménistan. Et je pense qu'ils m'ont vu aussi prendre des notes de temps en temps dans un carnet. Et c'est ce qui a sans doute activé l'alarme rouge. Ils savaient très bien qui j'étais quand je rentrais dans le pays, mais j'étais soutenu par l'ambassade de France. Et donc ils s'étaient sentis, je pense, un peu obligés d'accepter. Et à partir du moment où j'ai voulu trop circuler dans le pays, ils ont commencé à fermer les barrières, quoi. Et toi, Alison, la réception au sein de la population, justement, au Yorkshire, de cette enquête, de ce travail que tu mènes dans ces territoires qui sont un peu oubliés, comment ton travail est perçu, comment tu t'intègres dans ce paysage-là? Est-ce que tu... Voilà. Eh bien, dans certains endroits, les gens sont prêts à parler. Il y a des caméras, ils voient qu'on filme. Donc je suis là avec mon petit carnet et c'est tout. Dans d'autres endroits, les gens se sentent négligés par le gouvernement et se sentent abandonnés par le gouvernement et par les efforts de protection des terres, car à certains endroits de la côte, il y a des protections physiques pour tenter d'empêcher que la mer érode la côte qui est faite de glaise et donc est vulnérable à l'érosion. Mais dans d'autres endroits, il n'y a pas du tout le même type de protection du trait de côte. Et il y a un certain ressentiment parmi la population qui se sent abandonnée, négligée, laissée pour compte. Elle a l'impression qu'on ne l'écoute pas et que son fardeau n'intéresse personne.
Et l'effet de la protection de certaines parties du trait de côte, c'est que la mer s'attaque aux parties qui ne le sont pas encore davantage. Donc c'est un petit peu comme si cela aggravait le phénomène d'une certaine manière. Alors dans ces endroits-là, les gens ne sont pas tout à fait prêts à parler, ils veulent savoir pourquoi, le pourquoi du comment. Je me suis rendue à Skipton, qui s'érode très rapidement. Et il venait d'y avoir tout un pataquès médiatique. Le Guardian, l'Observer s'y était rendu pour s'entretenir avec les gens. Les gens ont eu l'impression que c'était l'occasion en or pour eux d'être mis sous les feux de la rampe. Et puis ensuite, ça s'est étouffé car personne ne s'y intéressait à long terme, bien sûr. Donc, c'était un petit peu suspicieux. Ils avaient du mal à parler aux gens, d'autant plus que leur maison s'effondrait dans la mer. Ils étaient obligés de faire démolir leur propre maison, donc ils étaient loin d'être heureux. Du coup, dans ces territoires-là et aussi au sein de vos ouvrages, est-ce que tu peux nous expliquer un peu les conséquences, l'enjeu, tu l'évoques évidemment, mais vraiment les conséquences, est-ce qu'on est face vraiment aux conséquences directes du réchauffement climatique, ici dans ces côtes-là, c'est bien ce qui se passe avec la montée de la mer du Nord. Est-ce que tu peux en dire quelques mots et aussi nous partager peut-être quelque chose qui t'a particulièrement affecté dans ton enquête dans le cadre de cette problématique-là? Oui, alors effectivement, bon, il y a toujours eu de l'érosion depuis sa formation, il y a 10 000 ans, car c'est une formation de glaise qui a été apportée par les glaciers, donc c'est fragile. C'est une côte qui est très vulnérable, mais en raison de l'intensification des précipitations, des orages et de l'augmentation du niveau de la mer, ce phénomène s'intensifie et le taux, la vitesse d'érosion a été multiplié par 5, 6, 7 fois par rapport à ce que c'était par le passé. C'est compliqué de parler de témoignages. Il est difficile de savoir à quel point c'est parce qu'on ne mesure pas cela en continu. Alors, il y a certains endroits où ils ont commencé à mesurer ce phénomène et ils ont été choqués par la vitesse à laquelle se produit l'érosion. Cela s'intensifie en raison du réchauffement climatique. Il est difficile de savoir quelles seront les conséquences à long terme et la vitesse à laquelle cela va se produire à l'avenir. À peu près 10 mètres d'érosion pris sur la Terre chaque année, pratiquement. Est-ce qu'il y a un phénomène particulier qui te marque ou qui t'a marqué durant ton enquête que tu voudrais peut-être nous partager? Oui, effectivement, il y a un phénomène particulier qui m'a marqué. Et en fait, les océanographes commencent à s'y intéresser et à publier sur le sujet. Sous le sable se trouve aussi de la glaise qui est très vulnérable. Le sable est emporté par la mer, cela crée des dépressions et c'est ce que l'on appelle des odds. Et cela crée un mouvement encore plus important de l'eau qui s'attaque à la côte. Ça ne fait qu'intensifier la force des vagues et donc de l'érosion. On est en moyenne à 10 mètres par an, mais ça peut aller jusqu'à 20, voire 30 mètres. Il y a eu une grande tempête en 2013 qui a pris beaucoup de terre. C'était assez choquant. Cédric, toi, du coup, on est sur d'autres raisons, c'est d'autres enjeux. Si je bien comprends, ce n'est pas le réchauffement climatique qui est en cause, là, directement. Est-ce que tu peux nous partager un petit peu Oui, bon, le réchauffement climatique, il arrive, là, c'est la prochaine étape. Ouais. Mais il arrive sur une situation qui est déjà désastreuse. À savoir que depuis 50 ans, il y a une surconsommation d'eau, une surirrigation. Donc c'était beaucoup, encore une fois, pour la culture du coton, mais pas que. On le sait peu, mais il y a beaucoup de riz qui est cultivé dans le désert en Asie centrale, qui paraît complètement absurde.
Il y a aussi les pastèques, des melons. Il y a énormément de... C'est essentiellement l'agriculture qui a obligé, en se développant ces pays à opérer des détournements extrêmement importants du cours du fleuve. Donc il y a déjà cette situation de surexploitation. Et par-dessus, vient se rajouter maintenant le réchauffement climatique. Alors, le réchauffement climatique, évidemment, il va y avoir des chaleurs encore plus fortes en plaine, mais il attaque surtout les stocks glaciaires en amont. Donc, par exemple, ce glacier Fetchenko, mais des milliers de glaciers au Pamir ou un petit peu dans l'Hindoukouche afghan aussi, qui fait partie du bassin versant de la Moudaria, par exemple. Et si on parle de Sirdaria, comme on l'a vu dans le film tout à l'heure, là, on parle des monts célestes essentiellement au Kyrgyzstan et un petit peu au Kazakhstan. Donc, ces réserves glaciaires, elles sont colossales. Par exemple, le glacier Fetchenko sur lequel on était, si vous prenez juste la langue glaciaire du glacier Fetchenko, je ne parle même pas des glaciers affluents, juste la langue glaciaire du glacier Fetchenko, c'est 77 km de long. Je ne sais plus très bien combien fait le glacier d'Aletsch chez vous. La mer de glace, il n'en reste plus grand-chose en France. Mais la masse, ce qu'on appelle la masse glaciaire du glacier Fetchenko, c'est à peu près équivalent à l'ensemble de la masse glaciaire des Alpes. Vous prenez tous les glaciers, où ils ont empilé, ça c'est un glacier au Pamir, par exemple. Donc c'est colossal, c'est absolument colossal. Mais c'est pas inépuisable. Et à partir du moment où il y a un processus de fonte qui s'enclenche, il y a quelque chose de très trompeur qui commence pour les pays en aval, c'est qu'évidemment au début en fait ça fait plus d'eau. Et ça il faut qu'ils l'anticipent parce que dans 15-20 ans ils vont passer un seuil à la baisse, en dessous duquel il pourra faire aussi chaud qu'on veut. De toute façon il n'y aura plus rien à faire fondre, enfin plus suffisamment pour produire le même volume de fonte. Donc oui, ça, c'est pour eux c'est la seconde étape. Et ils s'y préparent, il ne faut pas croire qu'ils sont comme ça complètement. Il y a maintenant beaucoup d'investissements dans la rénovation des canaux. Il s'agit de les bétonner. Énormément de canaux en fait étaient à même le sable, quoi, avec beaucoup d'infiltration. Alors vous allez me dire le fleuve aussi, mais en fait le fleuve, il y a un écoulement séculaire qui vient déposer du limon qui étanchéifie les fonds, ce qui n'est pas le cas forcément pour les canaux. Donc ils essayent aussi maintenant d'installer du goutte à goutte. Il y a quand même des investissements progressivement mais vont-ils suffire à compenser? C'est ça la grande question, sachant qu'en parallèle on a une explosion démographique dans un pays comme l'Ouzbékistan. Bien sûr, on veut faire reculer aussi les surfaces en coton. C'est pas si simple. C'est un quart, par exemple, des richesses nationales ouzbèques. Le coton, ça rapporte beaucoup plus que de faire des choux ou des carottes. Donc, il y a plein évidemment de questions économiques et sociales qui se superposent à tout ça. Donc, bon, c'est assez vertigineux. C'est une des choses qui m'a fasciné. Il y a malgré du beau, non ? Dans ces territoires en ruine. Est-ce que vous avez pu expérimenter ça? Est-ce que tu peux quand même le dire que... Du beau, alors dans les montagnes, évidemment. Est-ce qu'il y a du beau qui se maintient malgré tout? Très honnêtement, la mer d'Aral a séché et le fleuve où rétrécit dans son lit très large, c'est d'une grande tristesse quand même. Il y a une beauté dans l'apocalypse, peut-être, j'en sais rien, mais il y a une grande tristesse quand même dans ces paysages. D'ailleurs, un des pêcheurs qu'on avait rencontré sur le fleuve, il avait les larmes aux yeux en nous parlant. Parce qu'eux, ils ont connu quand ils étaient enfants. Lui, il disait, mais nous, on ne voyait même pas l'autre rive, quoi, pratiquement. On a été dans un petit village de pêcheurs sur le fleuve Amoudaria, qui est très réputé dans la région pour ses restaurants de poissons. Donc les gens aiment venir, notamment le week-end, en famille, déguster un poisson. Et le fleuve était, bon, en plus c'était fin d'été, début d'automne, donc le fleuve était à l'étiage, comme on dit, c'est-à-dire à cette saison-là, il n'y a plus d'eau de fonte, donc il était très bas. Donc tous les bateaux étaient à sec, enfin les coques étaient à sec. Et mais ils servaient du poisson. Et je disais, mais il n'y a plus de poisson dans le fleuve, on peut traverser à pied. Et il me disait, bah oui. Et je dis, bah il vient d'où le poisson? Il me dit, bah, il vient d'un bassin d'élevage. Mais en fait, eux, ils veulent faire perpétuer leur petit village qui vendent du poisson dans les restaurants. Donc ils sont bien à faire de l'élevage en amont avec de l'eau, avec des tuyaux. Et puis et tout ça est très triste. Donc de la beauté, oui. Et puis il y a une beauté dans le désert, bien sûr, oui. Bon, globalement, c'est... Alors après, en ruine, faire attention, les paysages sont peut-être en ruine, je ne sais pas si on peut appliquer cette expression-là, mais ce sont pas il y a eu une ruine à la chute de l'URSS, c'est vrai, une
grosses décennies de laisser aller, mais maintenant ce sont quand même des pays qui arrivent à doucement se reconstruire. Il y a des ressources gazières qui sont arrivées aussi, notamment au Turkménistan. La capitale a totalement changé, c'est Las Vegas, donc ce n'est pas aussi simple que ça. Je voudrais qu'on évoque un petit peu la relation que ces populations-là ont avec les éléments naturels, notamment l'eau. Donc il y a les tribus d'Arras de Parsi en Asie centrale, puis en Angleterre, c'est les descendants des Vikings et des Saxons. Mais quand on a écouté ton extrait tout à l'heure, Cédric, tu disais justement, tu parlais de l'Amu Darya à la troisième personne, tu dis qu'il souffre, qu'il est malade, et tu dis aussi que le fleuve ne s'inscrit désormais dans aucune cosmologie, aucun panthéon. Ça veut dire quoi ? À une époque, le fleuve était sacré. C'est assez logique d'ailleurs, quand vous êtes dans un désert qui pleut jamais et que toute la vie vient du fleuve, dont vous prélevez l'eau pour boire et arroser vos cultures qui vous font manger, c'est pas complètement incohérent finalement d'en venir à déifier le fleuve. Donc c'est ce qui s'est passé. Il y a pas mal de témoignages, notamment à l'époque du mazdéisme, vous savez, Zarathustra, de sacrifices, notamment au printemps quand il y a une sorte de crue qui arrivait, un peu comme en Égypte. Le Amu Darya, on peut comparer un petit peu l'Amu Darya au Nil ou même à la Mésopotamie dans le rôle qu'il a eu. Et bien sûr qu'à une certaine époque, le fleuve a eu une place dans la représentation du monde, de l'univers, des peuples d'Asie centrale. C'est plus le cas aujourd'hui. Ça a été islamisé à partir du 7e, 8e siècle. Et bon, il y a eu des survivances, bien sûr, ça et là, de certaines croyances, mais aujourd'hui, ce sont des pays sunnites. Et le fleuve, alors ça ne veut pas dire qu'ils n'en ont rien à fichtre, hein. Ils ont aussi une conception environnementale, écologique en plein développement comme chez nous, mais ça leur vient pas de quelque chose de mystique ou de religieux. Et cette dimension peut-être un peu plus mystique, Alison, dans les côtes anglaises, est-ce que tu as pu témoigner parce qu'on a une mer qui dévore, on a une mer qui prend de la place, qui est sujette à être personnifiée aussi. Là. Oui, je n'ai pas l'impression que les gens personnifient la mer de cette manière. Ce que je vois, c'est presque une absence de sens. Il n'y a pas de connexion. Il y a peut-être un lien avec la terre. Ils travaillent dans un espace dans lequel ils élèvent leurs enfants aussi, mais il n'y a pas ce lien. Même les pêcheurs n'ont pas ce lien avec la terre et avec l'endroit qu'on pourrait peut-être avoir avec une perspective sur le monde plus animiste. Et j'ai le sentiment, lorsque je parle avec les gens, que leur expérience est difficile à expliquer parce que autrefois il s'agissait de zones humides et la présence de l'eau n'était pas un problème, il y avait beaucoup d'eau qui arrivait. Et à la fin du XVIIe siècle, il a été décidé que cette eau serait drainée, retirée. Et ce n'était pas un problème pour tout le monde, c'était un problème pour les gens qui possédaient la terre parce qu'ils ont vu comment, aux Pays-Bas, le paysage avait été restructuré avec des mesures de drainage pour rendre ces marécages profitables. Donc les propriétaires de terrain avaient un intérêt dans le changement de ce paysage, de ces zones humides. Et en fait, ça a été changé en quelque chose de complètement différent. Donc pour les personnes qui vivaient là-bas autrefois, il y a eu beaucoup de cimetières qui ont été découverts par des archéologues qui ont passé 40 ans à fouiller le site et il y a eu beaucoup de dons
Et il y a eu beaucoup de zones qui étaient en fait perçues comme des espaces entre ce monde et peut-être un au-delà, un autre monde, une autre expérience. Mais j'ai l'impression que cela manque ou fait défaut dans l'East Yorkshire, pas seulement là-bas. C'est peut-être lié aussi à une forme de colonialisme parce que il y a beaucoup de langues dans les îles britanniques qui disparaissent, tout comme on voit beaucoup de langues disparaître dans le monde. Par exemple, l'irlandais. Les Irlandais ont une relation beaucoup plus profonde avec la terre, avec les autres espèces, avec ses expériences, mais il ne s'agit pas de matériel, davantage de spirituel. Et c'est quelque chose que l'on n'a plus beaucoup dans l'East Yorkshire. Ainsi, je vois plutôt cela comme une absence. Dans le livre, tu dis, enfin dans les extraits que j'ai pu lire, tu interroges ce que ça signifie d'être humain quand notre connexion à la nature et à la terre est réduite, diminuée. Et pour aller dans ce que tu es en train de dire là, on ne parle pas assez du lien direct qu'il y a entre la perte d'un habitat, la perte d'une biodiversité et la perte aussi d'un héritage symbolique et culturel. Et comme tu le disais, il y a un lien direct, là, dans ces endroits-là, entre l'érosion du littoral et aussi l'érosion, d'une certaine manière, de la diversité linguistique. Il y a des dialectes qui se perdent là-bas. Est-ce que tu peux nous dire un peu plus, quelques mots sur cette histoire croisée? Oui. En East Yorkshire, lorsque j'explore la question, je dois aller plus loin. Parce qu'il y a des dialectes qui existent toujours, mais pour la plupart, ils ont disparu. Ainsi, c'est utile d'aller voir dans d'autres endroits, là où des langues existent et là où il y a un lien direct avec les espèces. Par exemple, lorsque l'on donne un nom scientifique à quelque chose, l'idée est de classifier cet élément, de le fixer. Lorsque les gens nomment une espèce, un lieu, d'autres personnes, de manière plus organique, cela rend davantage compte de l'intégration de ce qui est nommé et de son lien avec le reste, par exemple. Beaucoup de langues font référence aux nuages et à la pluie d'une manière qui est intéressante, en parlant plutôt d'une maison, parce que un nuage, ça ne veut pas dire grand-chose, mais une maison de pluie, ça crée un lien. Ça indique d'où vient la pluie. C'est un exemple simple pour expliquer ce lien avec la langue. Ainsi, la langue porte la culture, elle porte du sens. Et lorsqu'une langue se développe dans un habitat et au sein d'une population qui a vécu depuis longtemps dans un habitat, eh bien, le lien qui existe, il existe à différents niveaux. Ainsi, lorsque cela commence à disparaître, lorsqu'une langue s'érode, les linguistes disent que d'ici la fin du XXIe siècle, on perdra encore 3000 langues qui auront disparu. Et c'est intéressant de voir que l'érosion va au même rythme, plus ou moins, que la disparition des espèces. Cédric, toi, tu as aussi pu témoigner d'une érosion aussi culturelle et symbolique qui accompagnait aussi la transformation de ces territoires-là. Actuellement, ce qui se passe, c'est que ces républiques sont devenues indépendantes il y a maintenant une grosse trentaine d'années. Et elles sont en pleine reconstruction nationale, dans des frontières inédites qui ont été dessinées par les bolcheviks à l'époque,
Et elles sont en pleine renaissance culturelle, avec aussi parfois des récits nationaux un peu fantasmés. En fait, ça bouge beaucoup. Il y a aussi un retour de l'islam très fort. C'est différentiel selon les pays, voire même les régions, mais ça bouge très fort aujourd'hui. Moi, c'était pas forcément le cœur de mon enquête, mais ça se ressent. Et d'ailleurs, je le ressens même à l'échelle de ma petite vie. Moi, j'ai commencé à aller en Asie centrale maintenant il y a une petite quinzaine d'années. Et c'est pas une grosse période, 15 ans. Je vois déjà les évolutions dans certaines régions. En tout cas, le vocabulaire qui est utilisé, et puis les mots qui sont aussi les dialectes qui sont parlés dans ces territoires-là, j'imagine évoluent avec. Oui, il y a toujours le russe qui fait un peu office de lingua franca avec lequel on peut se débrouiller, mais il est en recul très fort, notamment en Ouzbékistan. Et puis par ailleurs, à l'intérieur de ces républiques, vous avez des langues différentes. Le Karakalpakstan, justement, qui est la région, qui est une république autonome à l'intérieur de l'Ouzbékistan, donc au niveau de la mer d'Aral, eux, ils parlent le Karakalpak. C'est une langue en fait beaucoup plus proche du kazakh. Vous allez dans ce même Ouzbékistan, dans une ville comme Bukhara. Bukhara, en fait, on parle plutôt des langues tadjiques, persanes. Donc, il y a évidemment des subtilités en Asie centrale très importantes. Mais ils sortent de cette période soviétique, pour faire le lien avec justement le rapport à l'eau qu'ils peuvent avoir ou pas. Il y a aussi évidemment tout ce qu'a laissé l'idéologie communiste. Le rapport à la nature en URSS, c'est un rapport de force. C'est la domination de l'homme sur la nature. C'est la possibilité pour l'homme de dompter la nature plutôt que d'en subir les conséquences. Et c'est dans cet esprit-là, à l'époque, qu'on avait dit on va faire verdir le désert, on va faire des canaux, etc. On va aménager la terre à la place de Dieu, quelque part. On imagine, il y a une négation de Dieu dans le communisme, donc on pense plutôt que c'est une forme de chaos, de hasard, et que l'homme a tout loisir finalement d'aller aménager sa terre. Voilà. Donc c'est aussi, ça a bien sûr laissé aussi dans le rapport qu'ils ont à l'eau des traces très profondes. Est-ce que, pour un peu continuer là-dedans, comment est-ce que les gens ou les populations là-bas nomment le fleuve? Est-ce qu'il y a des termes spécifiques pour parler du fleuve ou de la mer d'Aral, ou ils parlent juste de la mer d'Aral? On l'appelle la Moudaria. Alors ce sont globalement des peuples de langue turcique, et Daria c'est un mot persan qui veut dire fleuve, donc ça ce sont des traces des anciens empires perses. À une époque il s'est appelé l'Oxus, ça c'était un héritage grec. Maintenant vous avez des canaux de dérivation, alors, notamment sur le Turkménistan, qui sont tellement... c'est pas si vieux que ça, mais par exemple le grand canal du Karakoum qui approvisionne à 95% le Turkménistan en eau. Les jeunes qui n'ont jamais connu le désert, en fait, et qui n'ont jamais connu le Turkménistan autrement qu'abreuvé et verdi par ce canal, ne l'appellent pas un canal, ils l'appellent Daria, donc justement, c'est-à-dire une rivière, un fleuve. Pour eux, c'est le fleuve, c'est normal, ça a toujours été, ça fait partie de la géographie dans laquelle ils sont nés, dans le paysage dans lequel ils ont grandi, dans lequel ils travaillent aujourd'hui. La mer d'Aral, on l'appelle maintenant l'Aral Koum. Koum en ces langues-là, ça veut dire le désert, donc il n'y a plus de mer, maintenant c'est un désert, ça s'appelle l'Aral Koum. Donc bien sûr, oui, ça fait des mots qui se forment, et il y a une géographie qui a été remodelée par la main de l'homme, et qui donne lieu à, bien évidemment, on repose des mots sur ce qu'on voit. Je voudrais qu'on parle un petit peu justement de l'importance des mots. Alison, toi tu écris quand quelque chose disparaît physiquement, cela entraîne le besoin de s'en souvenir. Un nom tient quelque chose en place, c'est un fixateur contre l'oubli. Le 20 avril dernier, on a eu ici la présence de Bruno Pellegrino, qui est un auteur suisse, et qui, dans son ouvrage sur le poète suisse Gustave Roux, écrit que ce dernier, donc Gustave Roux, consigne de toute urgence le nom des choses qui prennent fin. Et Alison, toi tu cites aussi dans ton travail la grande autrice américaine Annie Dillard, lorsqu'elle dit « All those things for which we have no words are lost » Toutes ces choses pour lesquelles sont perdues. Est-ce que c'est ça le rôle de l'écriture, selon vous? De donner encore de la physicalité, de la matérialité à ces lieux qui en perdent, et d'avoir la responsabilité de nommer, d'archiver ce qui est en train de se perdre. Yes, I think so. Yeah, I think,
not just writers, but yeah, in naming something, it kind of Nomme quelque chose, cela le maintient dans l'imagination. Lorsque l'on aime quelque chose, cela le maintient dans l'imagination et sur le papier et le fixe. C'est quelque chose qui est vraiment un fixateur. Et je pense, j'essaye d'y penser lorsque je marche sur la côte, parce que nous n'avons pas de carte, mais il y a 5 miles de côtes qui ont disparu. Alors ici, sur le côté donc est, sur la droite, on voit tous les lieux qui ont disparu. Pour certains de ces lieux, certaines choses ont été récupérées, par exemple les cloches des églises, des croix des églises. Et donc il y a une certaine physicalité qui permet de conserver le souvenir. Et ça peut être donc des objets repositionnés ailleurs. Toutes les cloches, j'ai essayé d'aller les voir, je ne les ai pas vues parce que les nouvelles églises sont dans un tel état de ruine que je n'ai pas pu me rendre dans la tour, dans le clocher pour voir les cloches, mais les cloches sont toujours là. Mais pour la plupart de ces lieux, en fait, tout ce qu'il reste, c'est le nom. Et de la même manière que l'on nomme les espèces et l'on s'accroche ainsi aux espèces, si l'on n'a pas ces noms, si on n'a pas cette consignation, eh bien, elles sont perdues. Et c'est important. Les mots sont importants, la langue est importante. Dans des contextes justement de destruction ou d'oubli. Ce qui est aussi particulier avec ces évolutions souvent dramatiques de la nature, c'est les symboles que vont prendre certains endroits. Enfin, l'Aral, aujourd'hui, vous dites Aral, des gens qui s'intéressent un petit peu aux catastrophes écologiques, c'est puissant. En Russie, on dit que c'est le Tchernobyl de l'Asie centrale, par exemple. Moi, ça me parle. Ce sont des catastrophes d'ampleur et qui marquent des générations entières. Donc, ce sont il y a une toponymie du désastre, pardon, qui est très forte, qui est presque attirante, même si, encore une fois, c'est pas forcément très beau. D'ailleurs, il y a un tourisme sur la mer d'Aral. Hein. Vous avez des gens qui sont prêts à faire des heures et des heures de 4x4, comme moi, donc, pour aller contempler une mer à l'agonie, se baigner dans une petite flaque avec un taux de salinité tellement fort que vous flottez comme dans la mer morte. Et de même qu'il y a des gens qui vont visiter Tchernobyl, etc., etc. Donc il y a aussi la force que certains désastres confèrent aux mots qui les nomment. Mais l'Aral, c'est quelque chose d'assez puissant. Moi, j'ai été très frappé, c'était en 2018-2019, à travers la presse. Je pense qu'en Suisse, vous avez eu les mêmes titres. On a dit, ça y est, l'Aral est sauvé, l'eau revient. Et en fait, il ne s'agissait que de la petite partie nord dont parle justement le film qu'on a vu. C'est les Kazakhs qui ont décidé de se désolidariser des Ouzbeks en construisant une digue, en disant, nous, on a encore un fleuve qui arrive jusqu'à la mer d'Aral. Donc hop, on coupe notre petit bout, hein, c'est à peine 5% de la surface initiale, et ça va faire remonter l'eau. Donc, ce faisant, ils ont vraiment condamné définitivement les 95% restants, déjà. Et puis en plus, ça n'a pas très bien marché. C'est-à-dire l'eau est un peu remontée, mais elle recommence à baisser. Donc, vous avez une situation qui s'aggrave. La mer d'Aral va vraiment disparaître de la carte dans les années qui viennent. Complètement. Zéro, plus rien. Voilà. J'aimerais qu'on continue un petit peu sur cette dimension politique ou géopolitique. Bon, on l'a vu dans le film Beyond the Glacier, ça s'est terminé sur les pêcheurs qui disaient qu'ils continueraient à pêcher tant qu'il y aura de l'eau. J'ai envie de dire, les industriels vont continuer à exploiter l'eau tant qu'il y en a aussi. Et quand on voit en fait à quel point les enjeux politiques liés à l'eau sont intenses, par exemple, il y a eu la crise des méga-bassins en France, et à quel point elle a été virulente, on ose imaginer les tensions et les risques lorsqu'il est question de subsistance dans un cadre plus géopolitique. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots de ce qui est en... La guerre.
Ouais, c'est ça. Est-ce que la guerre de l'eau, lui, le spécialiste était pas, enfin, il était là, il n'osait pas vraiment en parler. Est-ce qu'on en est là? Je sais qu'il y a les talibans qui essayent maintenant de Ça, c'est la grande question. Les talibans sont en train de creuser un énorme canal de dérivation sur le nord de l'Afghanistan, la région de Mazar-e-Sharif, qui est une région fertile, mais sèche. Et eux, ils se sont dit, toutes les républiques d'Asie centrale, tous les pays riverains du fleuve l'ont fait, pourquoi pas nous? Et donc, ils sont en train de construire un immense canal, et la question, c'est de savoir quel est le débit qu'ils sont en train de prélever. A priori, ça va être une part importante de la Moudaria, et ça va vraiment précipiter les choses en aval. Ça va devenir assez peu tenable maintenant pour le Karakalpakstan, et ils en parlent beaucoup, même le Turkménistan s'inquiète. Et donc ça, c'est vrai que c'est une menace qui plane. Alors après, la question du conflit, moi j'ai jamais cru, et je ne crois pas à des guerres d'ampleur qui seraient basées sur l'eau. D'abord parce que tout le monde a intérêt à s'entendre, et puis ensuite, s'il y avait des opérations militaires, ça serait sur des points très particuliers. La prise d'eau d'un barrage, un réservoir, mais c'est pas des guerres d'occupation, c'est pas l'Ukraine, on n'est pas dans des conflits de cette ampleur-là, et pour l'instant, il n'y a aucun signal qui pointe vers des conflits armés. Il y a au contraire beaucoup d'initiatives diplomatiques. Là, je peux vous dire que ça s'active vraiment en Asie centrale. Alors, ça a forcé aussi pas mal de pays à renouer avec Kaboul. Hein. Vous êtes obligé d'aller parler à ceux qui construisent le canal. Voire même leur proposer de l'aide. Visiblement, l'Ouzbékistan aurait carrément proposé de l'aide à l'Afghanistan pour faire un canal bien fait, quoi, sans fuite, bétonné, et limitant la dilapidation de l'eau. Donc ça précipite aussi un petit peu la diplomatie régionale. Mais vous n'avez pas que des conflits de quantité d'eau, en fait. Vous avez des conflits beaucoup de saisonnalité. Ça, c'est le problème des barrages. Parce que les pays en amont, de l'eau, ils en ont. Le Kyrgyzstan, Tadjikistan, ils ont de l'eau. Mais eux, ils n'ont pas d'énergie. Alors, ils font des barrages pour faire de l'hydroélectricité. Mais l'électricité, l'énergie, ils en ont besoin souvent l'hiver pour se chauffer. Et pour ça, il faut commencer à remplir les réservoirs l'été, quand les autres en ont besoin pour l'agriculture. Donc tout ça, c'est un autre problème. Alors tout le monde se met à construire du coup des réservoirs pour anticiper les retenues d'eau de celui qui est plus haut. Et ça crée des aménagements considérables sur le fleuve, sauf que ça expose évidemment l'eau à de l'évaporation quand vous faites des grands réservoirs peu profonds. Donc bon, tout ça est évidemment assez complexe. Mais vous avez en Asie centrale une espèce d'organisation internationale. Moi, je suis allé les voir. Et il y a quand même des contacts. Et tout le monde est conscient de l'enjeu. Donc, des guerres, moi, j'en suis pas convaincu. En revanche, des déplacements de population, oui. Puis ça a déjà commencé. Enfin, l'Aral, en 1980, au bord de la mer d'Aral, il y avait beaucoup plus de population qu'aujourd'hui. Donc, ce sont des phénomènes qui se passent pas comme dans les films d'apocalypse. C'est pas des colonnes de voitures, vous savez, sur les routes qui fuient un ciel noir de fumée. C'est pas comme ça que ça marche. Ça se passe pas en un jour, mais ça s'étale sur plusieurs années. Voilà, il n'y a plus d'eau, du coup il n'y a plus de travail, et puis plus de raison d'être là, puis du coup on s'en va, et tout ça peut s'étaler dans le temps. Et sur 20 ans, vous voyez qu'en fait beaucoup de gens sont partis. J'aimerais qu'on évoque la question de la jeunesse. Bientôt pour terminer notre discussion. Je sais qu'elle est très présente chez toi, Alison. Toi, tu étais prof des écoles pendant 17 ans. Que faire de l'éco-anxiété ou de la solastalgie que pourraient ressentir les futurs lecteurs, lectrices de vos enquêtes, de cette écriture qui témoigne de la réalité, de la rudesse aussi de cette réalité-là, d'une certaine manière, pour celles et ceux juste qui ne seraient pas au clair avec ces termes-là. Donc l'éco-anxiété, c'est évidemment l'anxiété qu'on peut ressentir liée à ce qui peut arriver ou qui s'apprête à être perdu, lié aux transformations environnementales. Et la solastalgie, c'est le deuil de ce qui est déjà perdu. J'ai l'impression que dans les deux cas, on est plus dans une forme de solastalgie. Mais comment est-ce que vos ouvrages pourraient permettre peut-être d'y répondre ou d'adresser cette question-là, de la dépasser aussi, d'amener une note, d'une certaine manière, un peu plus positive, j'ai envie de dire, vis-à-vis de cette réalité-là. C'est une très bonne question. Alors, moi, ma manière de voir les choses,
Et ce que j'essaie de faire, c'est de transmettre une certaine positivité parce qu'il y a des choses positives. Si on regarde les travaux de conservation, les projets qui portent leurs fruits, il y en a. Il existe un projet autour des zones humides et autour de l'eau pour rétablir des colonies d'oiseaux marins qui avaient disparu du Royaume-Uni. On l'a ramené dans les années 90. Puis, mais la gestion des zones humides n'était pas la bonne, donc il a à nouveau failli disparaître. La recolonisation par cet oiseau n'a donc pas fonctionné à l'époque. Et maintenant, on est passé de, je crois que c'est 11 individus à une population de 200 ou 300 couples reproducteurs. C'est un succès incroyable. Et je crois que c'est une note d'espoir. Et puis, la nature a du potentiel dans bien des endroits différents. Il y a la reproduction des poissons en nombre, avec des milliers, parfois des millions d'œufs. Les grenouilles, les oiseaux. Il y a un potentiel de renouvellement, de redynamisation des populations, et c'est quelque chose qui est très important. Alors, les populations saines sont plus résilientes face au changement climatique. Elles peuvent y réagir davantage et surmonter l'acidité grandissante et les températures croissantes de leur environnement. Donc, il y a pas mal de choses positives. L'une des choses intéressantes que l'on apprend en travaillant autour de la mer du Nord, c'est qu'il y a pas mal de communautés qui dépendent de la pêcherie. Elles en dépendent depuis des dizaines et des centaines d'années. Toutes les communautés entières qui dépendent de la pêche. Et au milieu du XXe siècle, la pêche a commencé à aller diminuant avec des quotas. On a commencé à démanteler les flottes. Tout ceci s'est combiné, tous ces facteurs se sont combinés pour que ces communautés qui s'épanouissaient grâce à la pêche se sont effondrées. Et on a vu l'impact que cela a eu sur ces communautés-là. Mais il y a une lueur d'espoir. En effet, durant la Deuxième Guerre mondiale, on a arrêté de pêcher dans la mer du Nord. Or, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, le stock s'était renouvelé tant et si bien qu'il a fallu encore 10 ans pour que les stocks s'épuisent. Donc, c'est quelque chose d'assez positif. C'est une note positive. Ça montre que c'est possible et c'est ce que les spécialistes de la conservation me disent tout le temps. Ils doivent se concentrer sur ce qui est positif. Ce que j'ai l'impression aussi dans ton ouvrage, qui peut être aussi intéressant pour dépasser ça et ces angoisses, c'est que tu as écrit, tu essaies de te déconnecter d'une écriture à la première personne pour essayer de sentir l'expérience du nous. Et je trouve que à la lecture, de se sentir appartenir à quelque chose qui dépasse le côté de l'ego du jeu, pour essayer d'embrasser quelque chose de l'ordre du paysage, des interactions, permet peut-être d'une certaine manière de dépasser les angoisses qui peuvent être liées, les angoisses personnelles qui peuvent être aussi liées à tout ça. Oui, c'est effectivement très intéressant. J'y avais jamais réfléchi. Effectivement, j'essaie d'éviter la première personne dans mes récits, mais j'y avais jamais pensé en lien avec l'éco-anxiété. J'essaie d'éviter d'écrire à la première personne parce que j'essaie de représenter un collectif de voix et un paysage plus large. J'essaie de représenter des voix différentes, des couches différentes de signification que je trouve dans les paysages autour de moi. Et puis, j'ai parfois l'impression
lorsque j'écris que... Bon, j'ai tendance à écrire en disant « nous », mais on a souvent l'impression qu'on est des personnes libres de réfléchir, alors qu'on ne l'est pas tant que ça. Et peut-être que ça apparaît davantage lorsque j'écris à la première personne du pluriel, avec « nous », plutôt que « je ». Je ne sais pas si ça transparaît, mais ça me semble plus authentique d'utiliser « nous » plutôt que « je » dans mes récits. Cédric, est-ce que quelques mots sur justement peut-être brièvement avant qu'on aille à la dernière question, sur en quoi peut-être ton ouvrage pourrait permettre de dépasser les angoisses qui peuvent être liées à tous ces enjeux-là qui sont quand même assez... Il faut que je rassure le public. Ah, pas que le public, mais aussi savoir à quel point cette écriture du réel, elle est aussi là pour pouvoir donner une sorte de puissance, peut-être aussi. Peut-être que c'est pas le cas. Et qu'il faut... comme question. Mais il y a aussi une profondeur historique. On le sait, par exemple, le réchauffement qu'on connaît n'est pas le premier dans l'histoire climatique. Alors, il se trouve que c'est le plus brutal et qu'il est corrélé à la révolution industrielle et qu'on est sûr que c'est à cause de nous. Mais il y a eu des évolutions antérieures. Moi, j'ai découvert, par exemple, la mer d'Aral. En fait, bon, d'abord, c'est pas une mer, hein, c'est un lac. C'est une dépression qui est comblée par les fleuves qui ne peuvent pas, de par le relief, se frayer un chemin vers les océans ouverts. Et que cette mer d'Aral, en fait, elle n'existera plus là dans quelques années, mais elle n'a pas toujours existé à travers l'histoire non plus. Et en fait, le fleuve Amu Darya a été très capricieux et très longtemps, il s'est jeté dans la mer Caspienne, en fait. Et c'est pas si vieux. C'est-à-dire qu'à l'époque des Mongols, quand Gengis Khan arrive en Asie centrale et rase toutes les villes, hein, mais c'est une autre histoire, bah, a priori, il n'y avait pas de mer d'Aral. Enfin, en tout cas, le fleuve n'allait pas jusque-là, donc c'était peut-être un archipel de lacs, mais pas du tout la mer d'Aral. Donc, cette idée très conservatrice qu'on a parfois de se dire que la nature ne doit pas changer, ça permet de relativiser ça aussi. C'est vrai que la nature a toujours changé, elle changera encore. Et l'aménager n'est pas forcément une bêtise. On a le droit d'y toucher. Le tout, évidemment, est de faire ça avec un certain tact, n'est-ce pas, et d'éviter les catastrophes qu'on a engendrées. Donc, prendre du recul, quoi. Oui, ça fait. Et moi, ça m'a permis de réfléchir sur un exemple très concret, à mon propre rapport à la nature. Bien sûr, il y a les émotions qu'on peut ressentir, mais se replacer dans des temps géologiques extrêmement longs, c'est rien de rassurant parce qu'on n'est rien du tout, tout le monde le sait, mais c'est des choses qui font réfléchir. C'est un petit peu ce que j'essaye de faire au rythme de cette remontée du fleuve Amu Darya jusqu'aux sources. Et j'espère que ce sera réussi. Mais enfin bon, on se réjouit de découvrir. J'ai une dernière question à vous poser avec une réponse la plus courte possible, si vous arrivez. C'est une question que j'essaie de poser à tous mes invités dans ce cycle-là d'écriture des lieux. Si l'Anthropocène annonce, en tout cas étymologiquement parlant, l'ère de l'humain, l'ère de l'homme, est-ce que, selon vous, a fortiori, la nature sauvage serait morte? Et si ce n'est pas le cas, comment est-ce qu'elle s'exprime? Moi, j'ai rien compris. Je vais passer à Alison pour commencer. Je pense que la nature est une construction sauvage, une construction sociale, et il n'y a pas de nature qui passe par une médiation. Et si nous sommes dans l'Anthropocène, il y aura peut-être un point où la nature dite sauvage aura son avènement et ce sera une ère post-humaine. Je ne sais pas comment on appellera cela. L'Anthropocène, étymologiquement, ça signifie l'âge de l'homme, et donc, a fortiori, on pourrait croire que c'est la fin de l'âge de la nature. Et donc, est-ce que pour toi, la nature sauvage existe encore, et si oui, comment? Et il paraît qu'il y a des loups là, dans la forêt à côté. C'est vrai. La nature sauvage.
Je sais que c'est un mot très à la mode. Il me semble que pour que ce soit sauvage, il faudrait de telles superficies de sanctuarisation. Sauvage, ça ne peut pas être à l'échelle d'un parc national comme on les connaît en Europe. Moi, j'ai peut-être connu le monde sauvage, parfois en Sibérie, sur des étendues de taïga tellement grandes qu'on rencontre personne et qu'on ne sait même plus dans quel pays on est, en fait. Je pense que le sauvage, c'est là où il n'y a plus de drapeau, parce que c'est tellement sauvage qu'il n'y a plus personne, et donc il n'y a plus de questions politiques et de savoir qui est où. Mais je ne sais pas, évidemment que la démographie, c'est peut-être ça le sujet dont tu nous parles, pour être très clair, évidemment que la démographie a un impact sur la destruction de la nature. C'est pas parce qu'on est demain de plus en plus économe de notre eau, qu'on pollue de moins en moins, etc., qu'on pourra compenser une croissance démographique constante. Vous savez, c'est comme les avions. On vous explique que les nouveaux avions ils consomment 30% de moins de carburant. Ben oui, mais si le trafic, lui, il augmente de 30%, ben, on n'a rien gagné. Donc bien sûr qu'à un moment, il va falloir que la démographie se stabilise, voire recule. Alors il paraît que ça va être le cas. Toute la question, c'est de savoir si ça va passer, quoi. Parce qu'on n'aura pas tout détruit avant qu'on entame la pente descendante. Bon, c'est très conceptuel ta question, je ne suis pas sûr d'avoir bien répondu. Mais en fait, le sauvage, il y a aussi autre chose, c'est que si on parle de démographie, les densités de population sont extrêmement mal réparties. Nous n'habitons pas de manière homogène la planète, donc bien sûr qu'il y a des zones qui vont rester sauvages et d'autres moins. Si ce n'est que la pollution, elle est globale. Vous allez au fin fond de l'Antarctique, à des années de lumière de la première ville, et malgré tout, vous creusez un peu, vous allez retrouver des traces de pollution. Donc il y a quand même des phénomènes globaux qui font que l'isolement géographique n'est pas forcément un refuge, en tout cas pas total. Au-delà de la question démographique, c'était de savoir si le sauvage existait encore. Tu as parlé des loups qui n'étaient pas très loin et qui ne sont pas réintroduits, mais pour le coup... Il y a quelques parcelles encore dans le monde. Qu'est-ce que c'est que le sauvage pour toi? C'est la nature originelle, quoi. Mais encore une fois, cette nature, elle n'est pas éternelle elle-même, elle évoluerait même sans nous. Et en Asie centrale, par exemple, vous lisez les chroniques islamiques de la ville de Bukhara. Donc là, on est au 9e, 10e siècle. En fait, il y avait d'autres équivalents lacustres un peu de la mer d'Aral, avec des marais, et on vous explique que Gengis Khan et Tamerlan allaient chasser le cerf, là où aujourd'hui ça n'est qu'un désert, et ça a disparu avant les soviétiques, ça a disparu avant la révolution industrielle. Donc il y a des fluctuations, d'abord du cours des rivières, il y a aussi des cycles de glaciation. Alors peut-être que nous on a tout cassé là, ces dernières décennies, c'est possible, mais il ne faut pas s'imaginer que tout est figé et puis que c'est nous qui avons tout fait bouger. Ma question était... Donc, le sauvage, est-ce que c'est pas aussi le sauvage une évolution permanente, le sauvage? C'est bien ça comme fin, non? Voilà. Je pense que c'est parfait de terminer là-dessus. Merci beaucoup, merci à vous deux. Merci.